Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe le diagnostic? Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'émission, j'ai la chance et l'honneur d'avoir comme invité une psychologue spécialisée dans le TSA. Elle s'appelle Marine Dominé, elle est également elle-même porteuse d'un TSA. Afin de vous donner à vous aussi l'opportunité de poser vos questions, j'ai fait une story sur Instagram pour que vous puissiez écrire toutes vos questions. Vous avez été plus d'une centaine à répondre. Je lui ai soumis quelques-unes de vos questions vers la fin de l'interview. Donc restez jusqu'au bout et puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. Vous connaissez la chanson, ça nous aide beaucoup pour le développement du média et puis pour le référencement. Vous êtes plus de 3000 à nous suivre, merci infiniment. C'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Merci à tous et bonne vidéo. C'est la première fois qu'on accueille dans le cadre du média une psychothérapeute spécialisée dans le TSA et qui est elle-même du coup TSA, donc bienvenue de nouveau Marine. Pourrais-tu nous présenter Marine Dominé qui a 12 ans? Ouf. Ok, Marine Dominé qui a 12 ans est très très fan d'équitation, très scolaire, très centrée sur l'école et ses capacités, et globalement aime être dehors, aime la nature, et commence gentiment à se sentir un peu différente des autres sans que ce soit encore trop marqué. Tu as appris à lire et à écrire avant même d'entrer à l'école? Oui. Ouais. Ce qui est assez particulier parce que l'école, c'est justement l'endroit où tu es censé apprendre à lire et à écrire. Oui, tout à fait. Par définition. Alors, pourrais-tu nous expliquer un petit peu d'où vient cette... Est-ce qu'on peut parler de précoce? C'est quoi l'adjectif pour ça? Oui, en tout cas, quelque chose de précoce. Une avancée en tout cas sur l'âge par rapport aux performances. Mais l'expliquer, je ne saurais pas. Je sais juste qu'en entrant à l'école enfantine, j'étais... en fait, je savais déjà lire et je l'avais caché en fait à ma maman parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de mal. Et puis pareil pour l'écriture, j'ai appris assez tôt à faire aussi les lettres, les symboles. Donc l'expliquer, je pense que c'était plus un intérêt de ma part de faire comme les grands, de faire comme tout le monde. Et je pense que c'est comme ça que je me suis un peu familiarisée à ça, quoi. Donc comment ça s'est passé le processus? C'est que tu commences à prendre des livres et à imaginer le son de chaque lettre, est-ce que tu avais un référentiel pour savoir comment ça marchait? Je me rappelle pas très bien parce qu'il faut dire que j'avais... Je pense que ça devait être à l'âge de 4 ans, 5 ans. Je me rappelle qu'on passait toujours devant un bâtiment avec ma maman où il y avait écrit en fait le nom du collège. Et je me rappelle avoir compris que c'était des lettres. Et puis après, j'essayais justement de les agencer dans ma tête et de voir quel son ça faisait en fonction de justement comment les adultes parlaient et comment moi je parlais. Et après, j'essayais de les écrire et de voir comment ça s'agençait, quoi. En fait, tu déduisais en live. Les ouais, parents, c'est ils voient écrit le mot collège, ils disent on va au collège aujourd'hui. Oui, voilà, toi, tu vois c'est ça. écrit collège, tu te dis ok, donc le C, c'est sûrement un C. Oui, voilà, exactement, ouais. Puis après, justement, je reproduisais à l'écrit. Je copiais beaucoup, j'imitais beaucoup aussi ce que ma maman écrivait et les factures qu'elle recevait, enfin voilà, les choses comme ça. Tu lisais ces factures? Je lisais les factures ou les magazines. À l'époque, je me rappelle, on recevait beaucoup le magazine La Redoute, donc j'écrivais beaucoup La Redoute. Je lisais, j'essayais de regarder ce qu'il y avait comme document puisque je pouvais recopier. D'accord, et puis tes parents se sont rendus compte à quel âge du coup que tu savais lire? Tu voulais leur cacher au début? Oui, c'est quand je suis entrée à l'école enfantine en fait, mon premier jour. Je sais plus ce qui s'est passé parce que vraiment moi mes souvenirs sont pas excellents à cette époque-là. Mais en fait quand ma maman est venue me chercher, la maîtresse lui a dit mais en fait votre fille elle sait déjà lire. Et je me rappelle avoir fait un peu semblant que c'était pas vrai. Non, je sais pas lire, c'est pas vrai. Et puis après, en rentrant, ma maman m'a fait lire des choses et on s'est rendu compte justement que oui, je savais lire. Ta pédopsychiatre a mentionné une avance intellectuelle, mais pas un TSA. Oui. Avec le recul, quel signe de l'autisme aurait pu être détecté plus tôt d'après toi?
Bon, déjà, cet aspect-là, de la lecture Bien et sûr, oui, ça c'est de certain. l'écriture. Mais... Hein. Mais ensuite, j'étais aussi une enfant très vite dérangée par le bruit, par les sons. J'avais besoin de beaucoup de rituels le soir pour m'endormir. J'avais du mal à être avec les autres enfants. Je me rappelle que dans la cour de récré, j'étais un peu la petite dans le coin qui observe un peu comment les autres jouent et qui a du mal à justement faire le premier pas pour aller vers les autres. J'avais très peur des jeux aussi où fallait courir, où fallait se lancer des ballons, des choses comme ça. J'étais très vite dans le sursaut. Et au niveau de l'alimentation aussi, j'avais quand même quelques particularités, des textures que j'aimais pas, et c'était vraiment assez poussé. Donc ça, c'est plus au niveau du comportement. Et après, au niveau verbal, langagier, je pense que j'étais très en avance et en même temps très en retard, si ça fait sens. D'accord, pourquoi très en retard? Mais parce qu'en fait, j'avais du mal à comprendre à quoi servait le langage, je pense. Et je comprenais comment parler aux autres, mais j'arrivais pas à utiliser les bons mots dans les bons contextes. Je me rappelle que j'utilisais certains mots pour définir des situations qui n'étaient pas du tout... c'était pas du tout le bon mot, en fait, dans cette situation-là. Ça pouvait être vu comme déplacé, tu dis, ou bien est-ce que c'est juste que c'était pas forcément le bon mot et puis... Non, c'est en langage de psy, on dirait que c'est une idiosyncrasie. C'est le fait d'avoir un mot qui n'a aucun sens, en fait, dans le contexte. Par exemple, de parler de, je sais pas, de poubelle pour parler de corde à sauter. C'est vraiment juste des déplacements, en fait, de mots comme ça qui n'ont pas de sens, mais qui font sens pour la personne qui les utilise. Donc genre, mise en contexte, mise en situation. Hier, j'ai sauté sur une poubelle. Ouais, mais en fait, l'exemple de la poubelle, je peux même presque l'expliquer parce qu'en fait, je me rappelle que quand on était dans la cour de récré, mes copines, elles jouaient avec une corde à sauter qu'elles avaient attachée à la poubelle. Et il y en a une qui était de l'autre côté et qui le tournait. Et du coup, pour moi, la corde à sauter, c'était la poubelle. Et j'utilisais ces mots-là associés, en fait. D'accord. Et je D'accord. pense qu'il y en avait d'autres, mais ouais. Donc en gros, comment t'appelles de nouveau Une idiosyncrasie. une idiosyncrasie. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui paraît complètement dénué de sens à quelqu'un, alors que ça en fait pour la personne qui l'utilise. Ouais, c'est assez particulier. D'accord, ouais. Ah, c'est rigolo ça. D'accord, donc t'avais aussi le côté donc, alimentaire avec tout ce qui était texture notamment. Ouais. C'était qu'une question de texture, mais aussi de goût. Je me rappelle beaucoup des textures, notamment les textures de la viande, de certains légumes, mais c'était vraiment la viande qui me posait problème. D'accord, ouais. Alors que pour la plupart des enfants, par exemple, les steaks hachés, les trucs comme ça, c'est un peu ce qui passe le plus. Pour moi, c'était rédhibitoire, en fait. Et ça provoquait justement des réflexes vomitifs, des choses quand même. Ouais. Donc oui. Et maintenant, c'est toujours le cas, ou bien est-ce que tu sais si tu es passé outre cela? Mais j'ai une alimentation quand même vraiment plus variée. Après, est-ce que c'est parce que mon copain est cuisinier et que du coup il arrive à me faire aimer certaines choses que j'aimerais peut-être pas en temps normal, mais j'ai quand même toujours des particularités alimentaires assez marquées, ouais. D'accord. Et puis tu as aussi le côté social, donc, où Oui. à la cour de récré, tu as du mal à faire le premier pas vers les Ouais, c'est personnes. ça. Si quelqu'un faisait le premier pas envers toi, par exemple. J'arrivais, je pense, à entrer quand même en résonance dans le jeu. Parce que quand on est enfant, je pense que les différences sont aussi peut-être moins marquées. Et puis j'essaie, je pense aussi beaucoup de compenser quand j'étais enfant. Mais en tout cas, j'avais des amis. Je me rappelle avoir eu des amis. Je m'entendais bien avec les gens. Mais c'est vrai que si je pouvais être dans cette position plus solitaire, je le faisais. Mais je réagissais quand même aux enfants qui venaient vers moi pour jouer, ouais. Ok, donc tu allais jouer avec eux et puis... Oui. D'accord, Ouais. d'accord. T'as jamais eu d'exclusion vis-à-vis de la différence par rapport... par les autres enfants? Pas à ma connaissance, mais je sais que ma maman me racontait quand même que des fois je rentrais de l'école en pleurant parce que justement mes copines se voyaient en secret pour parler sans moi. Ok, donc il y a quand Ouais. même ce genre de choses-là. Ok. Ouais. Ouais. Et à partir, je pense, de 10 ans, je sentais quand même qu'il y avait un truc un peu différent quand même. Et je sais pas si c'est moi qui, du coup, renforçais ça et m'excluais seule, ou si c'était vraiment de l'exclusion. C'est difficile à dire. T'avais un besoin, toi, d'être avec elle ou pas forcément?
J'avais besoin d'avoir une copine vraiment avec qui j'étais très fusionnelle, les autres moins. Et ça, c'est aussi du coup très symptomatique de l'autisme, surtout chez les filles. Mais j'avais pas je crois pas que j'avais ce besoin vraiment d'être très entourée. En tout cas, pas à ma connaissance. Mhm. D'accord. Et cette personne-là, avec qui l'amitié était très fusionnelle, Mhm. est-ce qu'elle faisait partie de ce groupe de Oui, copines qui parlaient dans ton dos? oui, oui, ouais, ouais. Ouais. Mais ça a toujours été comme ça aussi. Mais c'était, ouais, un groupe de... On était quatre, du coup, en tout. Et Mhm. puis, elles, souvent, elles étaient en trio. Et puis, elles faisaient des choses aussi sans moi, où j'étais pas forcément invitée. Mais moi, je les voyais vraiment quand même comme mes amis, quoi. Mhm. D'accord. Euh, c'est super intéressant. J'ai exactement vécu quasiment la même chose. C'est vrai? Ouais, justement. Ouais, l'amitié, Est-ce c'est que tu es un encore ami challenge. avec cette personne-là? Non, aujourd'hui plus, non. Non, non. Est-ce que tu es encore en contact d'une manière ou d'une autre, ou bien est-ce que... Euh, j'ai été en contact avec l'une d'entre elles il y a quelques années, mais sans plus, parce qu'elle était dans la même ville que moi. Et puis, on s'était dit, on pourrait boire un café, mais ça, c'est pas plus. Ouais. Tu as reçu ton diagnostic à l'âge adulte? Mhm. À quel âge? Je devais avoir, bah, du coup, 25 ans. Bah, ça va faire bientôt 3 ans. Oui, 25 ans. Tu as eu des années d'errance médicale. Oui. Alors, est-ce que tu peux juste me décrire déjà, me définir ce terme d'errance médicale? Mhm. Parce que de la manière que moi je le vois en tous les cas, c'est ma définition personnelle en tous les cas de ce mot-là, c'est quand tu cherches à avoir un diagnostic mais que tu n'arrives pas à l'avoir. Donc, Oui. ça veut pas dire que tu n'es même pas au courant que tu pourrais être quelque chose, mais c'est vraiment que tu essayes d'avoir et tu n'arrives pas à l'avoir jamais, jamais, jamais. Mhm. Comment est-ce que tu vois ça du coup? Bah, c'est ça, hein, c'est le fait de chercher aussi à avoir des réponses sur certains symptômes, certaines symptomatiques qu'on présente, et de pas forcément trouver la réponse qui nous satisfait. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai beaucoup consulté pour des symptômes somatiques, des migraines, des maux de ventre, des choses comme ça, et puis on mettait toujours du coup le doigt sur quelque chose de justement très somatique. Bah, voilà, vous avez de la migraine chronique, voilà, vous avez ci ou ça. Et en fait, c'est après en consultant autrement, donc en consultant des psychothérapeutes ou même des thérapeutes plus alternatifs, que là, on oriente un peu plus le diagnostic. Mais c'est ça, c'est vraiment de chercher, ouais, d'avancer à tâtons, en fait, dans un milieu médical qui n'est pas forcément très formé aussi par rapport à ces problématiques-là. Et du coup, de pas avoir... que les réponses qu'on nous donne ne nous satisfassent pas, en fait. D'accord, donc c'est ça en fait l'errance médicale, c'est que tu n'arrives pas à trouver malgré tes recherches, Oui, t'as pas assez de gens spécialisés. oui, On sait qu'il y a aussi une pénurie de psychologues hein, dans le TSA. ouais. Enfin, je le sais parce que je pense que dans les abonnés de 1%, il y a Mhm. beaucoup de gens qui cherchent à avoir un psychiatre, Ouais. psychologue, etc. Et puis, je pense que vous êtes assez booké aussi, non, de l'autre côté. Assez, ouais, quand même. Ouais, ouais. C'est pas forcément facile de trouver quelqu'un de spécialisé déjà là-dedans. Et puis même si on arrive à trouver quelqu'un de spécialisé, ben, d'avoir aussi les moyens pour réaliser un bilan diagnostic, parce que c'est quand même assez onéreux. En passant par le privé, oui, en tous les Bah, cas. c'est Après, ça, il y a tu as le cet public, mais aspect-là. là, du coup, tu as une file d'attente qui C'est ça, dure la vie exactement. entière. Exactement. On a des files d'attente de 4 à 6 mois, en fait, et c'est difficile. Et puis en plus, quand tu arrives enfin à trouver un psychologue ou psychiatre, ben, il faut encore t'entendre bien avec la personne. Oui, exactement. Il y a Faut un qu'il petit y ait une bonne facteur humain. alliance, faut que la Ouais, personne comprenne. Ouais, c'est un challenge, c'est sûr. ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est aussi un point qui est intéressant d'ailleurs. Je me demandais aussi pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas, euh, pourquoi est-ce qu'il y avait autant une pénurie dans les compétences en fait, Mhm. pas assez de monde par rapport à la demande quoi. Mais ça c'est une question existentielle je pense. Ouais, c'est tout relatif à la formation aussi, hein, et à- au système suisse aussi sur les psychothérapeutes, les psychologues. C'est très, très large, hein. Bien sûr, bien sûr. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu as vécu ce parcours d'errance médicale et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil un petit peu aux personnes qui vivent une situation similaire à ce que tu as vécu? Bah, comment je l'ai vécu, moi, c'était quand même très compliqué, puisque justement, on avance, comme j'ai dit, à tâtons, et puis on se pose des questions, on n'a pas de réponse. Donc, ce que je conseillerais déjà, c'est si vous avez des suspicions de TSA, euh,
parce que peut-être vous avez vu des choses sur Internet, voilà, des éléments comme ça, c'est de les amener aussi en consultation. De dire, voilà, moi j'ai cette symptomatique-là, peut-être aussi des choses justement somatiques, hein, on sait que ça peut être lié, les maux de tête, les maux de ventre, et d'essayer de les amener comme ça à votre médecin ou à votre thérapeute en disant, voilà, moi ça me fait penser à de l'autisme et j'aimerais bien qu'on discute à propos de ça. Et je pense que c'est important d'être confiant et affirmé dans ce qu'on ressent, parce qu'on est aussi la première personne à savoir justement comment on vit les choses. Et ouais, c'est important d'amener ça en fait en consultation sans avoir peut-être la rigidité de se dire c'est ça et rien d'autre, mais en tout cas de pouvoir en parler. D'accord, donc en fait, c'est vraiment le fait de communiquer au sujet pour pouvoir... En fait, rien qu'ouvrir la discussion sur ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver en disant voilà, moi j'ai ça, ça me fait penser à, je sais pas, un trouble anxieux, est-ce qu'on peut explorer ça? Puis en fait, on va explorer le trouble anxieux, puis ensuite on se rendra compte que justement il y a d'autres choses qui sont liées, qui ne sont pas forcément liées à ça, et on va ouvrir d'autres pistes en fait. C'est comme ouvrir des petites boîtes et puis essayer de se retrouver un peu dans ces boîtes, quoi. Tu as découvert que plusieurs membres de ta famille étaient aussi neurodivergents. Est-ce qu'on parle d'autisme ou bien pas forcément autisme? Non, pas forcément. D'accord. Ma maman est aussi sur le spectre. Et ensuite, pour mon frère et ma sœur, c'est pas des diagnostics qui sont, qui sont tombés, mais ça peut s'apparenter à un trouble du déficit de l'attention. Donc aussi du coup du côté de la neurodivergence. Ouais. D'accord. Est-ce que ce diagnostic, ces diagnostics, ces prises de conscience ont changé votre dynamique au sein de la famille? Je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que ça apporte peut-être juste des éléments de réponse sur certains comportements, notamment pour moi, sur comment je fonctionne. Et ça explique peut-être certaines disputes qu'on a pu avoir par le passé, certains malentendus. Mais ça change pas la dynamique. Après, on a une très bonne dynamique familiale de base, où on se comprend, où on essaie justement de s'entendre au maximum et de se mettre à la place de l'autre. Donc, à ce niveau-là, je crois pas que ça a vraiment changé quelque chose, non. D'accord. Donc c'était juste un peu plus de compréhension, mais pas forcément de Ouais. la dynamique qui a changé ou quoi. Pas plus, vous n'êtes pas plus attentif à certaines choses, à certains aspects. Je dirais que moi, du moment où j'ai reçu mon diagnostic, ça a fait un peu un effet boule de neige sur ma famille, où justement, ils se sont questionnés sur ça. Et ma maman, justement, a consulté après coup pour voir si elle avait aussi, si elle était aussi autiste, quoi. Et à ce niveau-là, oui, ça a eu des répercussions, puisqu'on se questionne peut-être un peu plus sur notre fonctionnement. Mais ça nous a pas... Bouleversé, ça n'a pas changé. Non, ça nous a pas ouvert les yeux, parce je crois qu'on est assez au clair quand même sur comment on fonctionne. En quoi est-ce que ton parcours influence ta manière de travailler avec tes patients, sachant que tu es autiste, tes patients aussi, j'imagine? Oui, beaucoup. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes, du coup. Enfin, j'ai beaucoup de patientes femmes. Et mon parcours, il influence dans le sens où j'arrive mieux à comprendre ce qu'elles vivent, j'arrive peut-être mieux à tout de suite cerner aussi ce dont elles ont besoin. Et ça m'aide globalement, même en étant moi-même autiste, à arriver peut-être à me mettre plus à leur place et plus à comprendre aussi ce qu'ils traversent. Et mettre des mots là où eux n'y arrivent pas, ou pas encore. D'accord, donc en fait, c'est qu'avec ton expérience, tu as suffisamment, entre ce que tu as étudié et puis et ton vécu personnel, Ouais. tu arrives à mieux comprendre en fait certaines personnes. Oui. Est-ce que dans le cas où tu as un homme qui vient en consultation, si je prends une différence majeure qui est, est-ce que je dirais assez répandue ou non, mais qui est assez commune, on va dire, c'est que les hommes sont diagnostiqués souvent beaucoup plus tôt que les femmes. Il y a, je pense, autant d'hommes que de femmes qui sont diagnostiqués au total. Mais voilà, les jeunes garçons qui ont quelques années seulement sont déjà certaines fois diagnostiqués. Est-ce que ce dont tu parles par rapport à ton vécu, est-ce que la dynamique est similaire dans une consultation avec un homme? Ou bien est-ce que c'est complètement différent, sachant qu'il y a aussi un vécu assez différent au niveau rien que la date du diagnostic? Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Je pense que
La dynamique en soi n'est pas foncièrement différente parce que il y a quand même, enfin, les caractéristiques principales de l'autisme se retrouvent quand même chez les hommes et les femmes sur le fonctionnement même du cerveau. Là où c'est différent, c'est que peut-être moi j'arriverai plus à voir les signes précoces de l'autisme chez les filles que, chez les garçons, ils se voient déjà. En fait, c'est ça, ça se voit plus que chez les filles. Et moi, je suis du coup plus sensible à ça. Bien sûr, ouais. Mais après, je reçois aussi des hommes en consultation qui sont aussi sur le spectre de l'autisme et j'arrive aussi très bien à les comprendre puisque les problématiques en général rencontrées, que ce soit sociales, familiales ou même surtout professionnelles, je les entends et je les comprends. Et ça, c'est universel en fait, je dirais, dans le trouble du spectre autistique. Je vais poser, ça me fait le lien parfait avec une question d'un des abonnés. Après, on va poser toutes les questions des abonnés, mais celle-ci est pertinente pour ce sujet-là maintenant. Est-ce que tu penses qu'avec ton vécu personnel, avec ton errance médicale, etc., tu arrives plus facilement à déceler une personne qui est aussi en errance médicale et qui pourrait effectivement être autiste, sachant que tout le monde qui est en quête d'un diagnostic n'est pas forcément autiste? Oui. C'est une bonne question. J'aimerais répondre oui. Je pense que ça dépend aussi de la personne et de son niveau d'ouverture sur ses symptômes. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent qui sont très manifestement autistes dans leur façon de fonctionner et dans en fait, ce qu'ils ou elles amènent en consultation. Ils vont très facilement parler de problématiques qui sont vraiment intrinsèquement liées à ça. D'autres moins. Mais je pense quand même que j'arrive toujours aussi à poser les bonnes questions pour avoir les éléments de réponse dont moi j'ai besoin pour voir comment la personne fonctionne. Et le fait que, justement, moi j'ai cette errance médicale, ça peut m'aider à leur montrer ou à leur faire voir que peut-être ils sont aussi dans cette étape-là de leur vie. Et du coup, j'arrive aussi à orienter vers des solutions, vers des approches un peu plus ciblées, des choses qu'ils peuvent demander à leur médecin, à leur généraliste et ouais, ce genre de choses-là. Je pense que ça m'aide quand même à ce niveau-là, oui. Ça t'a pris combien de temps de faire tes études pour être psy? J'ai fait 3 ans de bachelor, en fait, d'abord en logopédie. Et puis ensuite, j'avais de la psychologie là-dedans qui m'intéressait. Du coup, j'ai changé de cap. Et en tout, du coup, j'ai pris 6 ans, puisque j'ai dû faire une passerelle. Donc 6 au lieu de 5. Est-ce qu'il y avait un défi en particulier, un défi très difficile à surmonter que tu as dû affronter en quelque sorte, dû à ton autisme, dans ton parcours? Par rapport au parcours en lui-même? Je pense que tu as toujours la même chose, hein, privé, pro, etc. Mais dans la globalité, est-ce qu'il y a effectivement un défi que tu as vu moi, c'était beaucoup les interactions sociales, par exemple. Est-ce que toi, tu as eu un élément vraiment compliqué que tu as dû surmonter avec ton syndrome? Je pense aussi l'aspect des relations sociales. Rien que comprendre les enjeux, par exemple, d'une amitié ou comment me positionner dans une amitié, comment respecter mes limites dans une amitié, ça a été toujours un très grand challenge pour moi et je pense que ça l'est encore aujourd'hui, même si j'ai assez avancé sur ça. Mais après aussi l'aspect de délimiter comment je suis amie avec les autres et juste délimiter mes relations, en fait, ça c'est aussi quelque chose qui reste compliqué pour moi, de mettre les gens dans des petites cases selon le niveau que j'ai en fait d'entente, de comment je les connais. Ça reste difficile et c'est ce qui, je pense, m'a posé le plus de problèmes dans ma vie globalement. C'est encore un défi aujourd'hui pour toi ou bien est-ce que c'est bon? Non, c'est encore un défi, même si je le prends avec du coup beaucoup plus de souplesse et de compréhension, de bienveillance envers moi-même. Avant, j'avais tendance justement à me flageller, à me culpabiliser quand je comprenais pas quelque chose ou qu'il se passait quelque chose dans une de mes amitiés. Je mettais beaucoup la faute sur moi et sur comment j'étais. Tandis qu'aujourd'hui, si je comprends pas justement, si j'arrive pas à maintenir une discussion avec quelqu'un ou que j'arrive pas à je sais pas, juste comprendre la personne dans son ressenti sur le moment, je vais moins le prendre sur moi et je vais plus me dire, bon, c'est juste
voilà, il s'est passé quelque chose que j'ai pas bien compris, et peut-être je le reprendrai après, et c'est pas la fin du monde. Ça peut être un peu bateau comme question, mais important quand même. Est-ce que ton entourage est aussi autiste ou bien pas forcément? Je dirais que non, c'est difficile à dire. Je vois certaines caractéristiques quand même dans les personnes qui me sont très proches, qui me font pas forcément penser à de l'autisme, mais en tout cas à de la neurodivergence. Mon copain, par exemple, même s'il n'est pas diagnostiqué, je pense aussi qu'il a un TDAH. Et ouais, il y a des... Quand même, j'ai l'impression que j'ai tendance à m'entourer de personnes qui sont plus dans la neurodivergence, ou en tout cas avec voilà, quelques caractéristiques qui font penser à ça. Ok. Je vais aller encore un tout petit peu dans le côté social parce que ça m'intéresse personnellement beaucoup et puis je profite du moment pour le faire. Tu m'as parlé avant de tes copines qui parlaient dans ton dos, surtout ta copine qui était, avec laquelle tu avais cette amitié très forte. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore une amitié comme ça, avec une personne en particulier? Oui, ouais. En fait, j'ai switché d'amis en ami dans cette relation-là très fusionnelle. Où justement quand j'étais enfant jusqu'à mes 12 ans, j'ai eu cette amie dont j'ai parlé avant. Ensuite j'en ai eu une autre jusqu'à peu près mes 18 ans, et là j'en ai une autre, mais du coup dans une relation très saine et très enrichissante, très altruiste, contrairement aux autres qui m'ont beaucoup blessée. Mais j'ai ce besoin, je crois, d'avoir une amitié très fusionnelle, très intense en fait avec quelqu'un où je me sens vraiment pleinement moi et je me sens comprise. Et c'est difficile d'avoir avec plusieurs personnes. C'est pour ça que je pense que je me focalise sur une en particulier. Est-ce que, ou bien plutôt, qu'est-ce que tu as appris avec avec ces anciennes amitiés qui n'ont pas été forcément très saines pour toi? C'est quoi la grande différence entre ces personnes-là et puis cette amitié que tu as aujourd'hui? Ce que j'ai appris, c'est déjà à me respecter, je crois, et à respecter mes limites et à respecter qui je suis, finalement. Puisque avant, c'était des amitiés qui me prenaient beaucoup, qui abusaient aussi beaucoup de ma gentillesse, de ma volonté de rendre service, d'être toujours en fait disponible. Et ça m'épuisait énormément, et c'était pas donnant-donnant. En fait, c'était des relations unilatérales. Et du coup, même si c'était très tragique comme rupture amicale, ça m'a appris que justement, je dois me mettre plus moi en avant, en tout cas moi et mes besoins en avant dans la relation, et plus me respecter. Donc tes critères d'amitié ont évolué entre-temps aussi, Oui, ce qui a permis de savoir à quoi dire non. Et exactement. puis comment toi être meilleur vis-à-vis de toi-même dans une relation amicale aussi. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. D'accord, ça c'est très intéressant. Tu parles de l'importance de rester mentalement actif pour ne pas t'ennuyer. Oui. Alors je vais te la poser de manière assez directe. Est-ce que tu te fais très très vite très très chier? Oui. D'accord. Oui, je peux vraiment très vite m'ennuyer si j'ai aucune stimulation. Mais c'est rare que je m'ennuie quand même beaucoup, parce que je suis quand même très active mentalement, même s'il se passe rien dans la pièce, là où il se passe quand même pas mal de choses. D'accord. Mais oui, si par exemple je suis dans une situation, typiquement une situation sociale où la discussion ne m'intéresse pas, c'est très dur. C'est très dur, et là vraiment je dois beaucoup prendre sur moi. C'est pour ça que j'évite maintenant de me mettre dans ce genre de situation, mais ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est quelqu'un qui te parle pendant des minutes et des minutes d'un sujet dont on n'a rien à cirer. Ah, c'est terrible. C'est très long. Ah ouais, c'est très long. Non, c'est très long, mais même pendant quelques minutes, hein, c'est... En fait, moi, du moment où je décroche, je décroche. Je peux pas reprendre le... Est-ce que par politesse, tu rebondis sur ce que la personne elle a dit Je pour crois que lui montrer un petit peu d'importance? quand j'étais plus jeune, je le faisais beaucoup, Ouais. parce que justement, c'était presque un apprentissage, justement, des codes, un apprentissage social, hein, de... Oui, il faut acquiescer, il faut dire « Ah, ok », essayer de poser des questions. Je crois qu'aujourd'hui, je le fais moins, ou presque plus, parce que ça me prend trop d'énergie, et je dois la mettre ailleurs, cette énergie. Et voilà, mais c'est rare que je me trouve dans des contextes sociaux actuellement où ça m'arrive. Et parce que justement, je suis bien entourée, et en général,
oui, c'est des discussions qui sont enrichissantes des deux côtés. D'accord. Comment tu faisais avant pour... enfin, quand ça t'arrive, comment tu fais pour en sortir? De ce genre de discussion? Ouais. C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment une stratégie en soi, mais je pense que j'essaye peut-être de montrer à la personne que ça m'intéresse plus en essayant de contourner le sujet ou peut-être en donnant des signes physiques de mon désintérêt, mais en étant très consciente du coup que je fais ça, parce que c'est pas quelque chose de naturel. Mais sinon, peut-être je vais juste prétendre avoir quelque chose à faire ou, je sais pas, faire semblant de D'accord, recevoir un donc coup de téléphone. petit échappatoire. Ouais. Tu es hyperactive ou pas aussi? Non, Non, d'accord. non, je pense pas en tout cas. D'accord, donc... ok, j'aurais pensé que le fait de rester mentalement actif toujours pour ne pas t'ennuyer, Mhm. ça pouvait avoir un Oui, lien avec ça éventuellement, mais pas forcément alors. mais ça du coup c'est plutôt lié à mon autre diagnostic de haut potentiel. C'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi être au potentiel, concrètement? C'est de toute façon, si on prend la définition vraiment de base, d'avoir un QI qui est supérieur à 130. On peut dire aussi supérieur à 125. Honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent tout bonnement à du TSA. Donc voilà, c'est plus dans l'aspect très comment dire, de l'intérêt intellectuel, de la curiosité intellectuelle, d'être très stimulé, d'avoir besoin de cette stimulation, d'avoir cette pensée en arborescence aussi dont on parle beaucoup. Ouais, plutôt dans cet aspect-là intellectuel, mais quand je parle d'intelligence, c'est tout type d'intelligence, hein, c'est pas seulement l'intelligence comme on entend logico-mathématique, du coup, d'avoir ce truc de génie, de savoir résoudre des grands calculs, c'est vraiment de l'intelligence motrice, ça peut être quelqu'un qui est très doué artistiquement, enfin, c'est hyper vaste, c'est un autre sujet, mais Complètement. voilà. Bon, de ma vision de nouveau des choses, quand on est enfant et puis qu'on fait ces tests de QI, ça arrive des fois, hein, de temps en temps, Mhm. qu'il y a un test qui se présente à nous. Bon, je pense qu'on peut pas dire qui est le plus intelligent ou le moins intelligent par rapport au QI Mhm. non plus. Mais il y a quand même un petit côté... on peut être assez rassuré quand on a un QI qui est assez élevé ou bien pas forcément, je sais pas. Et je me pose une question du coup. Est-ce que c'est une chance d'être Mhm. HPI? Est-ce que c'est un privilège? Ou est-ce que c'est un handicap? Qu'est-ce que c'est? Non, moi je le vois pas comme ça. Je pense que, alors dans mon cas, puisque j'ai aussi du coup le diagnostic de TSA, je pense que ça m'a aidé à beaucoup compenser. Et ça m'a vraiment aidé à peut-être vivre un peu mieux avec les symptômes de TSA, puisque du coup j'arrivais facilement à m'adapter, voire à me suradapter. Mais globalement, je suis pas sûre que ce soit une chance ou même un don, comme on aime le dire. Parce que moi, ce que je vois de mes patients hein, qui ont ça au cabinet, c'est que c'est beaucoup de souffrance, en fait. C'est beaucoup d'incompréhension, c'est de la difficulté à se faire entendre. Et il y a tout le côté aussi, du coup, des sensibilités qui vient avec, d'être sensible au bruit, d'être sensible au son, d'être sensible aux odeurs. Euh, donc, c'est pas forcément un diagnostic qui est facile, ça reste un fonctionnement intellectuel qui est divergent et avec lequel c'est pas très aisé en fait d'avancer non plus. Il peut y avoir un grand syndrome de l'imposteur aussi. Donc oui, c'est pas forcément une chance. On parle de syndrome de l'imposteur. De nouveau pour moi, syndrome de l'imposteur, c'est quand quelque chose de super bien t'arrive Mhm. et tu penses ne pas être légitime par rapport à ça. Oui, Comment tu le vois là-dedans, dans ce contexte-là, ce syndrome d'imposteur? bah déjà c'est pas forcément quelque chose de super bien arrive, hein, ça peut être juste quelque chose de normal hein, pour la personne, ça dépend aussi du degré comment on l'évalue. Mais dans le cadre du haut potentiel, c'est de ne pas se reconnaître en fait en tant que haut potentiel parce que ça vient avec un lot de difficultés, d'adaptation et ce genre de choses-là qui est difficile en fait à vivre. Et la personne, on va lui dire, ben voilà, vous avez un QI 240, bravo, vous êtes haut potentiel. Ben, en fait, que faire de cette information Moi, ça... Enfin, les personnes en général me disent, ben, moi, ça m'aide pas, en fait, à savoir non plus qui je suis et comment je m'adapte, en fait, à ce quotient intellectuel-là. Et après, c'est...
Oui, le quotient intellectuel, après, c'est aussi tout un débat qu'on peut avoir à ce sujet-là. Bien sûr. Mais oui, globalement, c'est pas forcément facile ou justement ce syndrome de l'imposteur, il intervient parce que c'est pas... on se sent pas légitime, en fait, d'être plus intelligent que la moyenne, si je peux me permettre Bien sûr, guillemets. bien sûr. On se sent pas légitime alors que c'est quand même... ça fait partie de nous. Ouais. Ouais. J'allais faire une autre question, mais j'ai presque pas. Non, j'allais dire, est-ce que du coup on est moins intelligent si on n'est pas avec un HPI par exemple? Non. Non, c'est vraiment une façon d'apprivoiser les choses. L'intelligence, il faut la voir comme ça. En tout cas, moi, j'aime bien l'expliquer comme ça. C'est une façon d'apprivoiser les choses et une façon comment dire, de raisonner. Et puis, les personnes qui, du coup, ont un quotient intellectuel qui va être qui peut être très élevé, sont des personnes qui sont très jusqu'au boutistes, très perfectionnistes, qui ont envie d'aller vraiment au bout des choses et qui se mettent aussi énormément de pression, en fait. Ça, c'est HPI? La plupart de ces caractéristiques-là se retrouvent chez le haut potentiel. C'est des caractéristiques qu'on retrouve dans toute la neurodivergence. Mais dans le haut potentiel, ça se manifeste justement avec quelqu'un, par exemple, qui va se dire, moi j'apprends tous les mots, je sais pas, en lien avec cette sphère-là, comme ça je sais exactement tout ce que tous les mots veulent dire, je peux les manier, les utiliser à la perfection. Il y a vraiment cet aspect-là de perfectionnisme, de vouloir avoir le bon mot à chaque fois, de vouloir performer bien, de vouloir faire les choses le mieux possible en fait. Et ça met beaucoup de pression sur le dos des gens. Alors, je me permets de donner mon exemple parce que je trouve ça super intéressant et si tu veux, pour évoluer dans un endroit dans lequel j'aimerais évoluer, je dois l'apprendre par cœur. Ouais. J'ai un QI qui n'est pas forcément super haut, je sais pas, de loin pas HPI en tous les cas avec tous les examens que j'ai pu faire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Quand tu dis besoin d'apprendre par cœur, tu dis par exemple quand tu as, je sais pas, un rendez-vous ou bien c'est plutôt... Non, c'est plutôt du genre je veux évoluer dans le domaine de la vidéo par exemple. Ouais. Je dois connaître tout le monde du marketing, de la vente de la vidéo, comment est-ce que la vidéo interagit dans la sphère du business, comment est-ce que ça fonctionne, je dois connaître tout par cœur, tous les éléments, jusqu'au micro-élément, pour aller un peu de manière extrême. C'est presque comme si je devais apprendre toutes les formules spécifiques à Excel. Ouais. Alors les autres formules qui ne sont pas utiles directement pour ça, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment... Et je dois des fois me forcer à aller contre ça. Mais dans le sens où je dois avoir un niveau de connaissance ultra détaillé sur chaque élément pour pouvoir y évoluer de manière plus ou moins sereine, sachant qu'il y a toujours des inconnus qui arrivent encore après. Mais plus je dégrossis le travail avant, plus j'arrive à y aller sereinement. Ouais. Et pourtant, je suis pas du tout HPI en fait. Ouais, mais c'est une différence très subtile entre l'autisme qui justement a cet aspect de vouloir être très dans la connaissance et le contrôle pour justement se rassurer en fait, avancer dans un milieu où on se sent à l'aise, et moi je le vois comme ça en tout cas, de connaître les choses vraiment jusqu'au bout pour justement mieux avancer et être dans le contrôle en fait finalement. Tandis que le haut potentiel c'est plus globalement en fait, c'est quelque chose de global, ça va être des gens qui sont très vite déstabilisés si on les corrige sur leur vocabulaire, qu'on les corrige sur juste une petite faute qu'ils ont fait au travail, parce qu'ils ont ce truc de vouloir toujours de donner en fait le meilleur d'eux-mêmes. S'ils font une faute d'orthographe, ils peuvent vraiment... Enfin, en tout cas, moi je vois des patients, des fois ils font une faute d'orthographe dans leur email, ils me renvoient un email pour dire pardon d'avoir fait une faute. C'est un fonctionnement qui est très dans la performance en fait. Tandis que le côté plus de l'exploration que tu cites pour toi, c'est aussi ce côté des intérêts spécifiques aussi, des fois qu'on retrouve beaucoup dans l'autisme, d'avoir ce besoin d'explorer jusqu'au bout pour comprendre jusqu'au bout et avoir tous les tenants et les aboutissants en fait d'une situation. D'accord. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond pas mal, je pense. C'est super intéressant. J'adore avoir ce genre d'explication. C'est vraiment bien. Merci beaucoup pour ça.
Je pense qu'on va gentiment aller sur les questions des abonnés. Donc, sur Instagram, pour si jamais vous voulez vous aussi poser des questions dans les futures interviews, on met régulièrement un petit sondage, en fait, petite question voilà, sur les stories. Je dis, voilà, on va parler avec tel profil, et puis l'idée c'est que chacun puisse poser un peu leurs questions. Moi je fais un peu une sélection après de ces questions-là, et j'en soumets quelques-unes à l'intervenant, l'intervenante en question. Là cette fois-ci vous avez été nombreux à écrire. Je pense qu'il y a presque une centaine de questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. Déjà merci pour avoir vous êtes autant investi dans ces questions, et puis on est parti pour l'instant question des Allons-y. abonnés. Bon, ça peut être un peu général des fois, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Comment trouver un métier qui nous convient en tant que TSA ? Ah, j'étais sûre que cette question-là, elle allait arriver. C'est un vrai défi. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes TSA auront envie de travailler avec un de leurs intérêts spécifiques. Je pense à la mécanique, voilà, enfin, j'ai un patient qui est assez centré là-dessus. Des fois, ça peut être le code, l'informatique. Pour les filles, ça peut être plus des fois le soin ou d'être avec les animaux. Mais ça, je fais des grandes généralités, hein, mais voilà. Mais trouver un métier qui nous convient, bon, de base, c'est difficile pour n'importe qui, mais pour quelqu'un de TSA, il y a le challenge d'arriver à mettre, à mettre son TSA aussi un peu au centre de la profession. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se renseigner pas mal aussi sur ce qui existe comme métier. Il existe plein de conseillers aussi maintenant qui font des questionnaires par rapport à ça, typiquement en lien avec le TSA. Moi, je le fais aussi pas mal au cabinet avec des personnes plus jeunes pour savoir aussi qu'est-ce qui leur convient. Et puis, globalement, juste explorer, se poser des questions, puis être en accord aussi avec soi, avec nos valeurs profondes. Ouais. C'est dur de trouver une réponse spécifique à cette question-là, mais faut pas hésiter à explorer plusieurs choses, en fait. Hein. C'est bien de pas se limiter, en fait, à un aspect et se dire, bon, bah, je vais faire ça toute ma vie, et si ça nous déplaît, bah, on fait avec. Mais non, il faut réussir à, justement, sortir des fois peut-être un peu des limites qu'on s'impose, et puis d'aller explorer un peu plus loin. Donc on n'est pas condamné à être informaticien quand on est un homme. Non, c'est ça. Ouais, vraiment. Ouais. Non, et puis il y a de plus en plus de professions aussi qui s'ouvrent pour les personnes TSA. Enfin, on est aussi de plus en plus sensibilisés à ça. Donc, ouais, il faut pas hésiter aussi à s'expliquer en tant que personne TSA, par exemple, je dis pas forcément au premier entretien d'embauche, mais de parler à ses patrons aussi, de dire, bon, ben voilà, moi j'ai ces particularités-là. Est-ce que vous pensez que le milieu que vous proposez peut correspondre, et d'avoir une discussion quand même un peu ouverte par rapport à ça. Ouais. Je recommande personnellement ça aussi, je le fais toujours en entretien d'embauche. Et je pense qu'il n'y a pas un seul entretien où j'ai pas dit que j'étais TSA. Mais moi ça me rassure aussi parce que ça évite d'avoir des surprises après. Oui, exactement. Et c'est juste que je me dis, si t'es assez courageux pour dire que t'es TSA, ça montre aussi que t'es super honnête d'entrée de jeu avec ton chef ou avec ta chef, et ça permet déjà de briser une glace en fait. Absolument. Non, puis la sensibilisation passe aussi par ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans la compréhension d'un sujet si on n'est pas aussi honnête par rapport à ce qu'on vit. Ouais. Puis je pense que c'est aussi important pour rebondir là-dessus que quand on postule à ce genre de job, à n'importe quel job au final, et puis qu'on dit qu'on est TSA, c'est pas forcément est-ce que vous pensez que l'endroit est assez adapté pour un TSA, parce qu'eux ils en savent rien. Bien sûr. Parce qu'ils connaissent pas en fait ce monde-là, donc c'est plutôt, je pense, à nous de se connaître bien, de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin. Exactement. Et est-ce que ce que vous proposez là, ce que vous offrez, correspond à ma liste de besoins. Exactement. Ouais. Ça, c'est un très bon conseil. Voilà. 3 qualités d'une personne TSA. Oh là là. C'est dur. C'est dur de répondre parce que on le sait aussi de plus en plus, mais il y a autant de personnes il y a autant de personnes TSA que comment dire, il y a autant de formes de TSA que de personnes qui ont un TSA, voilà. Il faut poser la question. Hein. Donc les qualités, moi je dirais
c'est dur de parler en termes de qualité parce que c'est aussi très propre à chacun. Mais rien que moi, ce que je retrouve beaucoup, c'est comment dire, cet accueil et cette empathie que les personnes TSA peuvent avoir par rapport à certaines choses. Quand je dis empathie, c'est cette gentillesse aussi, être prêt aussi à aider toujours son prochain. Je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Je suis conscient que la question, ça Ouais. vient à peu près au même que quelle est la longueur d'une corde. Ouais, non, mais ouais, t'es- ouais, difficile de parler en termes de qualité, comme ce serait difficile de parler en termes de défaut, en fait, puisque c'est tellement un fonctionnement qui est, comment dire, c'est un fonctionnement qui est hyper différent, en fait. On pourrait poser la même question, 3 qualités d'une personne non TSA, en fait. Ouais, mais C'est... complètement. C'est totalement, totalement. Voilà, mais oui. Euh, Alors, comment est-ce qu'une équipe comment est-ce qu'un entourage peut accompagner au mieux une personne qui est porteuse, on dit porteuse d'un TSA? Ça dépend, il y a certaines personnes qui aiment... qui disent j'ai un TSA, d'autres qui disent je suis TSA. Je pense que ça, il faut laisser à chacun de l'idée Ok, de... mais on n'est pas atteint de TSA. Non, 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 Ok. c'est le cerveau en fait hein, qui Ouais, fonctionne justement, bien juste sûr. différemment. Donc soit on l'est puisqu'on l'incarne, soit on peut dire qu'on l'a puisque c'est voilà, un fonctionnement du cerveau qu'on peut avoir comme on peut avoir autre chose. Mais oui. D'accord, donc du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux une personne qui serait porteuse? Ouais, donc en termes d'accompagnement plutôt familial ou... Je pense que alors là, la question, c'est par rapport à une équipe, mais Ok, une équipe, ça peut être autant familiale, amicale que professionnelle. ouais, Moi, j'aurais dit, tu sais quoi, vu que le terme équipe, ouais. j'aurais presque dit professionnel. Professionnel, j'aurais vu ça comme ça aussi. Bah, comment on peut accompagner? Bon, on revient déjà à la question déjà de le dire, hein, de transmettre cette information-là, en étant au clair avec ses besoins. Et puis comment l'équipe peut accompagner au mieux, bah, il faut déjà être formé hein, à ce que c'est le TSA, être au clair en fait avec qu'est-ce que ça représente pour l'équipe, qu'est-ce que ça représente pour la personne, quelles sont les dynamiques qui peuvent bah, peut-être péjorer en fait comment dire ou faire du mal en fait au fonctionnement de la personne, qu'est-ce qui au contraire peut encourager ça et justement mettre le doigt sur quels sont les apports de cette personne, qu'est-ce qu'elle par exemple, est-ce que justement c'est quelqu'un qui a une vision très en détail et qui va jusqu'au bout des choses et que ça peut être vraiment quelque chose de bénéfique pour une équipe. Faut discuter en fait, entrer en dialogue, hein, c'est la base. Le dialogue, donc la discussion principalement, quoi. Ouais, la communication et puis justement être soi-même au clair en fait avec ses besoins et comme on disait avant, c'est déjà la priorité puisqu'on peut pas attendre des autres qui répondent à nos besoins si nous-mêmes on les connaît pas. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que d'après toi, quand on a tellement compensé son autisme toute sa vie, Mhm. est-ce qu'on est encore diagnosticable? C'est une bonne question. Faut savoir qu'il n'y a pas toutes les personnes autistes qui sont diagnostiquées. En fait, il y a certaines personnes justement qui ont tellement de stratégies d'adaptation et de compensation qu'elles terminent leur vie sans jamais être passées sous les radars en fait. Est-ce qu'on est encore diagnosticable? Je pense qu'à n'importe quel moment on peut l'être, mais en fait ça va être en fonction de ce que la personne dit d'elle-même. Et puis forcément quelqu'un qui compense, qui camoufle, qui ne transmet peut-être pas ça de lui, ben un psychologue le verra pas, puisque ben, en fait, ça repose sur l'observation des souffrances principalement de la personne. Donc, je pense qu'on reste diagnosticable, mais dans une certaine mesure, quoi. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que, dans une certaine mesure, d'accord. Donc ça veut dire qu'on pourrait ne pas être diagnostiqué. Oui, Moi, personnellement, j'aurais presque peur de refaire le test. ok, Parce que je me dis, j'ai vécu toute ma vie avec ce diagnostic. ouais. Le fait de le refaire et de m'imaginer qu'on me dise que je ne serais pas autiste, Mhm. ça fait presque trop peur. Ouais, bah, je comprends, mais après, c'est aussi comment dire, le penchant, je dirais plutôt négatif des tests, hein, c'est que c'est une mesure, en fait, sur un moment T de quelqu'un, et c'est pour ça que moi, où je travaille, j'aime bien voir les personnes quand même un moment, voir comment elles fonctionnent, étudier les sphères familiales, les sphères professionnelles, pour justement avoir le plus d'informations possible.
Parce que faire un test une fois et qu'on nous dise, bon, bah voilà, super, tu es autiste, bah en fait, c'est pas non plus une mesure fiable. Il faut qu'il y ait un accompagnement derrière. Euh, je vais aller là-dessus du coup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe un diagnostic? Oui. Bon, bah déjà, moi, je reçois la personne autant de fois que nécessaire pour faire ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire récolter des informations sur la personne, sur comment justement elle fonctionne, dans quoi elle travaille, comment elle se sent, s'il y a déjà des présences peut-être de TSA dans la famille. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'exploration. Donc en général, c'est 2 séances, en tout cas une séance minimum, ça c'est sûr, mais ça peut aller plus loin, des fois c'est 3, 4 séances. Et puis ensuite, il y a des bilans. Pour les enfants, c'est des bilans diagnostiques très normés, très standardisés. Et puis pour les adultes, ça va plus être sous forme de questionnaire qu'on va aussi peut-être donner à la famille. Si par exemple, je sais pas, l'adulte en question est suivi par quelqu'un à son travail, on va donner peut-être aussi un questionnaire sur le lieu de travail pour voir si justement il y a des choses qui sont observées aussi sur le lieu de travail. C'est assez pluridisciplinaire, on va faire pas mal d'allers-retours entre plusieurs professions, plusieurs personnes pour avoir la meilleure idée possible en fait du fonctionnement de la personne. Ça peut prendre combien de temps? Jusqu'à combien de temps plus ou moins un diagnostic? Pour les enfants et les adolescents, ça peut aller, je dirais, jusqu'à 6 séances. Oui, en un mois et demi quand même, en général, si on vient dans une fréquence assez régulière, on peut quand même être fixé. Chez l'adulte, ça peut être plus long, surtout chez les femmes aussi, du coup, puisqu'il y a toute la notion de camouflage et du fait que les tests sont pas standardisés aussi pour les femmes. Mais oui, entre 1 et 3 mois en fonction de la personne, ouais. C'est dire quoi ça? Les tests ne sont pas standardisés aussi pour les femmes? En fait, les grands tests qui existent, pour les citer, c'est l'ADIR et l'ADOS, ont été élaborés à la base d'observations des grands psychologues qui ont travaillé sur l'autisme. Et en fait, ces études en question ont été faites que sur des garçons. Donc on n'a pas du tout les critères féminins qui sont dans ces batteries-là. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de contourner. Et c'est encore le cas en 2024? C'est toujours le cas, ouais. C'est toujours des outils qui sont utilisés, qui sont pas normés en fait pour l'observation chez les filles. Après, on peut quand même les utiliser, hein. Il y a quand même certains symptômes qu'on peut observer. Mais justement, il y a cette notion de camouflage chez les filles, de réponse aux attentes sociales qui est plus élevée. Voilà, des choses qui sont plus difficiles en fait à mesurer avec des outils. Ouais. Tu as connaissance d'une étude actuelle qui est en train d'être menée pour pouvoir proposer un diagnostic sur les standards féminins? Alors, une étude actuelle, non, mais en fait, en master, moi, j'ai beaucoup étudié cet aspect-là. Et j'ai présenté un article qui date, me semble-t-il, de 2015, qui fait déjà une revue, en fait, des symptômes chez les petites filles, principalement autistes, et qui remet déjà en question aussi le ratio, parce qu'avant, on disait que c'était 4 garçons pour une fille. Et en fait, l'étude remet déjà ça en question en disant, en fait, on est presque en fait au même ratio, hein, c'est-à-dire 1 pour 1. C'est vraiment... la différence est très faible. Donc, je ne sais pas s'il y a des études actuellement qui peuvent... qui proposeraient d'autres outils, mais je pense que ça doit être le cas. Il faudrait que je me renseigne plus par rapport à ça. Moi, je fais aussi mes propres recherches, mes propres questionnaires. J'ai des questionnaires que j'utilise aussi uniquement avec les filles. C'est un peu du bricolage, on va dire, mais le fait d'avoir cette expérience, moi, m'aide aussi à plus cerner aussi les symptômes chez les filles, ouais. Et du coup, après, tu peux utiliser ça aussi en consultation? Oui. Ou par rapport à tes formulaires, tu as vu qu'il y avait tel ou tel symptôme qui venait... Oui. Oui, un symptôme qui vient d'entrer, en fait, autistique, c'est ça, j'imagine? Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de formulaires qui existent. Et moi, ce que je fais, c'est que tout dépend de comment les questions sont formulées. Ça va pas parler, en fait, aux filles. Du coup, j'essaie de peut-être reformuler ou de leur poser des questions qui vont permettre d'explorer cet aspect-là. Ouais. D'accord. Est-ce qu'un burn-out parental peut faire augmenter les symptômes / suspicion de TSA? Chez soi-même, c'est-à-dire... Chez soi-même, ouais. Donc, tu fais un burn-out parental. Ouais. Est-ce que ça peut augmenter, du coup...
Ouais, l'expression des symptômes. Voilà, Ouais. exactement, oui, exactement. Augmenter, peut-être pas, mais en fait, le burn-out, c'est quelque chose qui vient éteindre en fait tous les inhibiteurs. C'est-à-dire qu'on devient très sensible en fait à beaucoup de choses sur soi-même. Et du coup, peut-être qu'il y a moins de filtres sur ces symptômes-là et qu'on les ressent plus. En tous les cas, c'est intéressant de s'y pencher et puis d'éventuellement consulter pour ça. Et après, c'est toujours aussi très difficile de distinguer le burn-out des meltdowns, hein, qui sont très communs aussi, hein, chez les personnes TSA. D'accord. Est-ce que les relations affectives, amour, sont forcément débordantes pour les personnes TSA? Non, non, vraiment pas. Ça aussi, hein, c'est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui sont très dans peut-être même la réticence ou l'incompréhension de qu'est-ce que c'est une relation amoureuse, comment ça fonctionne. Et d'autres justement qui vont être à la recherche de ça, qui vont vraiment investir cet aspect-là. C'est très différent C'est d'une propre à personne à chacun, une quoi. autre. Ouais, vraiment. Mais il y a quand même cette notion des fois quand même un peu des deux extrêmes, hein, soit d'être beaucoup trop investi, soit trop peu investi justement au niveau... mais ça c'est le niveau très émotionnel du côté autistique, ouais. Euh, Est-ce que quand on est autiste, c'est vraiment idéal d'aller chez une personne spécialisée dans le TSA ou pas forcément? Moi, à titre personnel, je ne suis pas suivi par un psychologue qui est spécialisé dans le TSA. C'était pas ultra volontaire non plus, mais je suis bien content d'être comme ça pour mon cas personnel. Mhm. Et du coup, je me pose la question par rapport à toi, à ton avis. Mais ça dépend. Il y a des personnes peut-être juste qui consultent parce qu'elles se posent des questions sur le TSA puis qu'elles ont besoin de réponses sur cet aspect-là. Mais en fait, en tant que personne TSA, on est autre chose aussi, hein, qu'un TSA. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément spécialisé là-dedans puis qui va pas non plus tout ramener l'expérience à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre au niveau émotionnel, au niveau relationnel, qui sont riches, qui sont variées, et puis d'avoir un thérapeute avec qui on peut juste mettre ça sur la table et en discuter, c'est un apport aussi hyper intéressant. Mais l'idée de consulter quelqu'un qui est spécialisé, c'est surtout quand on a besoin de réponses par rapport à ça, et après peut-être d'un suivi justement sur ben, que faire en fait de cette symptomatique-là. D'accord. Et finalement, est-ce que pour être psychologue spécialisé dans le TSA, est-ce que c'est important d'être soi-même TSA? Non, je pense que mes collègues arrivent très bien aussi à suivre des personnes qui sont TSA sans l'être eux-mêmes. C'est pas un prérequis, mais c'est comme une petite... Je dirais pas une béquille, mais c'est juste d'avoir peut-être une mallette à outils qui est un peu plus fournie, peut-être Personnel? un peu plus personnelle, ouais. D'arriver mieux justement à cerner les sensibilités d'autrui et ouais, pouvoir mieux comprendre tout de suite aussi, peut-être comprendre plus rapidement que quelqu'un qui ne l'est pas forcément. Mais les formations qui existent aujourd'hui sont tellement riches et tellement ouais, variées qu'il n'y a pas besoin soi-même d'être TSA pour travailler dans l'autisme. Ouais. Comment tu te sens dans ton métier actuellement? Tu te sens épanoui? Oui, je me sens très chanceuse de pouvoir exercer dans le cabinet dans lequel je suis. Parce que c'est un cabinet qui me permet d'être assez flexible au niveau de mes horaires, d'avoir cette liberté dans la planification de mes journées, et du coup d'être dans le contrôle aussi de quand je peux prendre du temps pour me reposer, quand j'en ai besoin, quand est-ce que je peux prendre des patients, quand est-ce que je peux pas. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect important dans mon métier, c'est ce que je recherchais, d'avoir cette flexibilité-là, ce grand degré de liberté-là, ouais. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu dans 1% aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et puis, comment tu te sens maintenant après tout ce qu'on a pu discuter? Bah, je me sens, comment dire, stimulée intellectuellement. D'accord. Donc c'est plutôt plaisant. Et je me sens, j'espère, enfin en tout cas j'espère pouvoir me sentir utile aussi aux personnes peut-être qui sont en quête de réponse.
par rapport à ça. Je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments dans notre interview. J'espère, en tout cas. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler de 1000 autres choses, mais... Ouais, c'est toujours comme ça. Voilà, toujours, oui, mais oui. je pense qu'on a plus ou moins balayé. On a dégrossi très. Exactement, on a plus ou moins dégrossi, je pense. Ça n'exclut pas une future interview aussi. Absolument. Parce que je pense que l'interview avec une personne psychologue qui est en plus TSA, c'est un peu l'interview qui nous manquait en fait pour ça aussi. Et donc il y aura sûrement plein d'autres questions qui vont ressortir aussi. Et puis voilà, ça exclut pas qu'il y ait une deuxième. Un deuxième volet. Pourquoi pas? C'est pas une promesse, c'est une porte. Tout à fait. Qui existe. Je suis aussi ouverte à ça. Donc. Je te remercie pour être venu aujourd'hui. Et puis merci à vous toutes et tous pour suivre 1% depuis maintenant ça fait environ un peu plus de 6 mois déjà. Belle évolution en 6 mois. Pas mal franchement. En juin là ça poum. Ouais. Et puis après plein d'interviews, j'ai fait je sais pas combien d'heures d'interviews j'ai fait en tout, mais on a fait je sais pas moi, une vingtaine de personnes je pense. Ok, une vingtaine ouais. de personnes. Parce que tout n'est pas encore publié aussi non plus, donc il y a encore pas mal d'interviews en stock, etc. Ouais. Mais ouais, non, c'est un projet assez inattendu, comme je dis à chaque fois. Ouais. Content que ça ait pris comme ça et puis que ça puisse aider les gens surtout. Bien sûr. C'était le but à la base. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes de nous suivre à 1%. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur le forum. On a un forum, donc forum 1%, dans le but simplement de s'unir en fait entre personnes soit autistes, soit des gens qui veulent en savoir plus en fait par d'autres témoignages également. Voilà, on a aussi une newsletter si jamais, donc c'est dans la bio sur Instagram, vous pouvez cliquer dessus, on a un Linktree et puis là vous pouvez mettre votre adresse email et être au courant de tout. Et puis on est en train de développer plein de trucs encore en backstage comme d'habitude. Bref, merci beaucoup, on se revoit tout bientôt, c'était 1%, ciao ciao.